Non plus. Alors, messieurs, vous avez la parole. Il y a beaucoup de questions mais qui se recoupent souvent, donc je vous laisse répondre aux questions que vous souhaitez prendre. Bien, merci. On est sûr de couvrir l'ensemble du champ des questions, évidemment. Merci, Monsieur Vert. Je me propose de commencer, mais et la COFAS et Atradius interviennent parce que, effectivement, il y a beaucoup de questions. On va essayer de les couvrir pour l'essentiel. Donc, je suis Éric Lenoir, président de l'RRMS France. Pour revenir aux premières questions que vous aviez posées, Monsieur Vert, sur les ratios prudentiels, la solidité des assureurs crédits. Je parle uniquement s'agissant de l'RRMS. L'RRMS est filiale à 100% du groupe Allianz, dont la solidité n'est plus à démontrer. La solidité intrinsèque de l'RRMS, qui est un acteur leader sur son marché, puisque nous avons globalement à peu près 35-36% de part de marché monde, et sur la France, nous sommes leaders avec à peu près 55% de part de marché. Donc la solidité, les fondamentaux solides de l'RRMS sont là et sont renforcés par l'actionnariat de référence. Nos ratios prudentiels, puisque vous savez que nous sommes un métier régulé, nos ratios prudentiels sont autour de 160%, ce qui, là aussi, démontre la solidité du bilan de l'RRMS. Vous avez posé la question sur l'évolution de la sinistralité. Vous savez que la sinistralité d'un assureur crédit est directement et proportionnellement liée aux défaillances des entreprises, hein, puisque, comme le disait Antonio Marchitelli, quand on se trompe, on paye. Donc, c'est la particularité d'un assureur crédit. Donc, les sinistres, nous les indemnisons et nous indemnisons sur les défaillances. On constate sur 2020 une baisse sensible des défaillances d'entreprises, hein, puisque on estime chez l'RRMS que sur 2020, il y a à peu près eu 40% de baisse des défaillances. On est normalement sur un rythme annuel autour de 59 000 dépôts de bilan annuels en France. On a approximé en 2020 32 35 000, donc il y a une forte baisse des défaillances et donc arithmétiquement une forte baisse de la sinistralité des assureurs crédits. Pourquoi cette baisse de la sinistralité et pourquoi cette baisse des défaillances? À mon avis, plusieurs raisons. La raison essentielle, c'est quand même que l'État a mis en place très tôt des mesures de soutien aux entreprises. Je ne parle pas uniquement des PGE, mais on pourra y revenir, mais je parle également de toutes les autres mesures de soutien, les dispositifs fiscaux, les reports de charges, les abandons de charges, etc., qui ont joué un rôle majeur dans la survie des entreprises françaises. Ce soutien, il est louable, il faut le mentionner. Il faut juste être vigilant, à mon sens, que ce soutien ne devienne pas de l'acharnement thérapeutique. Un marché économique a besoin d'avoir des acteurs qui vivent et qui meurent, et maintenir artificiellement en vie certains des acteurs ne serait pas, à mon avis, à terme, une bonne chose pour l'économie, et pour l'économie française en particulier. Donc, il faudra être vigilant à ce que, lorsque ces mesures de soutien disparaîtront, qu'on puisse retrouver un fonctionnement normal. Vous parliez vous et d'autres intervenants des entreprises zombies. Nous, on estime chez l'RRMS que sur 100 entreprises en 2020, 18 avaient une position fragile, une santé financière fragile, et que sur ces 18, 2 étaient d'ores et déjà des entreprises zombies, qui sont rentrées dans la crise en étant plus que fragiles et qui en sortiront en étant beaucoup plus fragiles.
Et les 16 autres entreprises sont elles aussi à risque de le devenir. Donc, on est quand même face à un phénomène d'importance où il va falloir mesurer comment est-ce que l'on peut, et là je pense que c'est un débat qui va au-delà de la seule assurance crédit, comment est-ce que l'on peut s'assurer que ces 16 entreprises qui sont à risque ne se transforment pas en entreprises zombies. On pourra y revenir, mais je pense qu'une partie de la réponse, au-delà des dispositifs de soutien, va certainement se poser sur la reprise de la confiance dans le chef des entreprises et de l'investissement. Et on peut penser qu'une partie de la solution pourrait être de flécher l'épargne des Français vers de l'investissement dans l'économie française. C'est une réflexion qu'il conviendra d'avoir, mais je pense qu'on sort là du cadre très précis. Dans le fonctionnement et dans le travail avec la CCR, bon, nos modes de fonctionnement avec la CCR sont, je dirais, très corrects. Sur le Cap Relais, nous sommes intervenus en 2020 pour répondre à une attente sur la mise en place du dispositif traité quote-part. Nos relations avec la CCR sont des relations que je qualifierais d'hebdomadaires, puisque toutes les semaines, conformément aux engagements que nous avons pris, nous reportons à la CCR l'évolution de nos engagements pour que justement elle puisse s'assurer que l'engagement de maintien des limites que nous avons pris dans le cadre du premier traité et du deuxième traité pour ceux des assureurs crédits qui ont accepté de proroger sur le deuxième traité, que ces engagements-là soient respectés. Après, on pourra revenir sur le cap France Export stable. Je crois que c'était la question du rapporteur général. Et après, je vais laisser mes collègues prendre d'autres questions, mais j'interviendrai s'il le faut sur certains points. Oui, le cap France Export, on le voit nous aussi plutôt stable, puisque nos engagements dans le cadre de Cap France Export, Cap ou Cap Plus France Export, j'ai les chiffres là, sont de l'ordre de 84 millions à la fin de la semaine 4 2021, pour un total Cap et Cap Export de 713 millions. Donc, ouais, c'est un peu plus de 10% des limites Cap Export par rapport au total des limites Cap. Donc, c'est effectivement assez faible. Ça s'explique vraisemblablement par le fait que l'économie française ne parvient toujours pas, à mon sens, à se tourner résolument vers l'exportation. Ça n'est pas né de la crise de 2020. Je pense que la problématique est plus profonde, mais c'est vrai qu'en période de crise, le repli vers soi-même est certainement plus marqué qu'hors période de crise. Et puis, il y a aussi et peut-être les conditions du traité, du dispositif Cap Export, qui sont encore un peu tendues, me semble-t-il, et qui ne favorisent pas une adoption particulière des entreprises exportatrices de ces dispositifs. Donc là, je réponds en même temps à la question sur la volumétrie des caps. Vous l'avez compris, on est quand même sur un succès marginal de Cap et Cap Plus. 700 millions, on porte, nous, chez Euler Hermès, un peu plus de 200 milliards d'engagements. 700 millions, ça reste encore l'épaisseur du trait. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas sur une accélération de Cap et Cap Plus? Très vraisemblablement parce que le dispositif Cap Relais, qui est en place, vient un petit peu réduire l'intérêt économique de nos assurés, qui ne sont en rien obligés de souscrire à Cap Plus, justement de souscrire à ce produit-là. Donc voilà, il y a encore plein d'autres questions. Je pense qu'on y répondra à toutes, mais je vais laisser la parole soit à Yves, soit à Antonio pour prendre une partie du job. Oui, Yves Poinceau, à Tradius, bonjour. Oui, je voulais rebondir et
et prendre quelques questions également pour faire suite à l'intervention d'Éric Lenoir chez Atradius. Je reviens sur le dispositif ligne à ligne CAP+. Et je confirme que nous sommes en dessous du pourcent, donc inférieur à 1% de manière significative du total de nos engagements. Je confirme que l'export, pour les raisons que Éric indique, sachant aussi que les grosses entreprises n'étaient pas dans le système au début, qu'il y avait également les filiales étrangères des sociétés françaises qui n'étaient pas prévues dans le dispositif initial. Donc, je confirme que l'export, c'est extrêmement faible et que le système ligne à ligne est marginal, avec inférieur à 1% du total des encours. Et chez nous, le taux d'utilisation par nos clients est de 12% de nos clients utilisent le système ligne à ligne, dont je rappelle qu'il est unique en Europe. Et je voulais dire également, pour finir sur ce système CAP+, que c'est probablement aussi, certes, Cap Relais, mais ça veut dire, maintenant je parle de nos engagements globaux, ça veut dire qu'il y a des perceptions, et les faits sont là. Nous avons maintenu nos engagements globaux. Bon, Atradius porte, on parlait tout à l'heure de chiffres, de l'ordre de 45 milliards d'euros pour sa part en France. Les chiffres que nous communiquons au pouvoir public, à CPR, CCR, etc., sont stables. Donc, ça veut dire depuis le début de la crise. Donc, ça veut dire aussi que le besoin d'augmenter des lignes, d'obtenir des lignes quand on ne peut pas les obtenir, est relativement faible parce que nous maintenons des taux d'acceptation. Il y avait une question sur le taux d'acceptation. Il n'est évidemment pas au niveau du taux d'acceptation pré-crise, mais le taux d'acceptation reste élevé. Et voilà, pour Atradius, je voulais vous indiquer qu'on est même un peu plus que fin 2019. On a pris 500 millions de plus en termes d'engagement. Donc, globalement, les systèmes mis en place ont fonctionné puisqu'il y a un maintien des engagements. Je voulais aussi très rapidement à la question de la compétitivité de la France en Europe. C'est très clair que nous sommes parfaitement compétitifs et par rapport à nos voisins en termes de prix. Et je voulais vous indiquer également que ce que nous observons en France, baisse des défaillances, taux de sinistre inférieur aux années précédentes, puisque sur le cycle, un assureur crédit qui fait de la prévention, il a en gros un rapport sinistre à prime, malgré la prévention, de 50%. Ça veut donc dire qu'il se trompe pour 50%, si j'ose dire. Et donc, on observe dans les autres pays une baisse des défaillances. On observe de bons résultats pour les assureurs crédits, sauf en Espagne, qui est un pays un peu particulier, en 2020. Et donc, le mouvement, les PGE en France, pour faire simple, d'autres mesures ont été prises chez nos voisins. Et donc, même s'il y a des variations selon les pays, globalement, le reflux des défaillances n'est pas spécifique à la France. Et les assureurs crédits que nous sommes en Europe, je parle de l'Europe, ont une tendance identique. Et puis, je voulais aussi, alors c'est complètement différent, rappeler quand même, on parlait de contractuels, il y a eu des questions sur les modifications contractuelles. Alors moi, je voulais quand même, c'est normal qu'il y ait des remontées, alors il y a toujours des remontées, on se fait une perception d'un certain nombre de cas qui vous remontent. Maintenant, il y a aussi des faits, et je comprends bien que dans certaines situations, il peut y avoir, je dirais, une forme de nervosité, mais les faits sont là pour nous tous. Et vous savez que l'échéance du 1er janvier pour un assureur crédit, c'est souvent 50% de l'ensemble de son portefeuille. Nous avons renouvelé nos contrats et nos contrats sont libres, on peut les dénoncer. Ce n'est pas 3 ans toujours, hein. La triennalité n'est plus la norme dans tous les cas. Et nous avons renouvelé nos portefeuilles à 95 ou 96% dans les renouvellements de janvier, puisque janvier, je le répète, est très important puisqu'il colle au bilan qui sont en France en général du 1er au 31 décembre. Donc, on a un taux de fidélisation des clients qui est très important. On n'a pas un revolver sur la tempe de nos clients pour nous dire de rester chez nous.
Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les modifications contractuelles, on en fait tout le temps, à la baisse comme à la hausse. Je rappelle que les taux de prime depuis 10 ans chutent depuis la crise de 2009. Nous avons une érosion de nos prix. Éric Ledouard parlait des prix en démarrant. On a une érosion systématique de nos prix depuis 10 ans. Et quand on fait une proposition de modification, c'est une proposition, le client peut la refuser, le client peut aller voir un autre assureur, donc il y a une compétition et une concurrence entre nous qui est très significative. Et le fait qu'on mette des clients dehors parce qu'on a une clause de résiliation après sinistre, c'est dans tout le monde de l'assurance, ce n'est pas spécifique à l'assurance crédit, et cette clause est très très peu, enfin c'est totalement à la marge de dire à un client qu'on n'en veut plus. Enfin, toute cette partie contractuelle, on fait le job, j'allais dire, dans un contexte très compliqué, je dirais presque de manière normale. Chez Atradus, il n'y a pas eu de hausse de conjoncture. Il y a simplement, comme pour les acheteurs, une discussion individuelle. On a des clients qui étaient très déficitaires et d'autres très bénéficiaires avant la crise. Et globalement, ce n'est pas la crise qui a changé le problème, puisqu'on vient de dire que globalement, on a eu beaucoup moins de défaillances en France et donc nous avons eu moins de sinistres en France, comme d'ailleurs dans les autres pays qui nous entourent. Donc l'évolution, elle est très claire. Et puis, je voulais terminer pour la partie des questions. Je reviens sur le taux d'appétit au risque, ce qu'on appelle le taux d'acceptation. Le taux d'acceptation chez Atradus, aujourd'hui, malgré les échanges que nous venons d'avoir sur des entreprises qui sont soutenues, entre guillemets, artificiellement, notre taux d'acceptation aujourd'hui, il est supérieur, légèrement supérieur à 70%, ce qui est un taux très élevé. Et notre modèle de prévention fait qu'on n'a jamais atteint du 100% ou du 90% de taux d'acceptation quand on est en période de haute conjoncture. Donc voilà, globalement, je comprends que vous avez quelques retours. Et même chose pour la médiation du crédit. Chez Atradus, on a 30 dossiers à la médiation du crédit. On a 500 000 ou 600 000 lignes. Sur les acheteurs, on a 30 dossiers. Alors, je sais bien que tout le monde ne va pas à la médiation, mais on est sur l'épaisseur du trait. Donc, nous ne sommes pas en train, et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun problème, mais globalement, l'assurance crédit, dont certains peuvent avoir des questionnements sur son intérêt, sur son modèle, il tient le choc. On parlait tout à l'heure de nos fonds propres. On a aussi la réassurance. On n'a pas seulement nos fonds propres et nos actionnaires. On a un système, à la différence des banquiers, de réassurance que n'ont pas les banquiers, qui nous permettent, par exemple, pour Atradus, d'avoir, avec 2 milliards de fonds propres avant la crise, 600 milliards d'engagements. On ne peut pas comparer un système d'assurance crédit et un système, je dirais, bancaire, même si notre métier est plus proche de la banque, on n'a pas du tout les mêmes structures. Et voilà, pour la partie aussi, qu'est-ce que ça va devenir en 2021? Les assureurs crédits ont des réassureurs, ont eu une décennie de bons résultats avec leurs réassureurs, donc on est solide. On a des fonds propres, on a notre prévention, on a des réassureurs, on a des actionnaires. Et il n'y a strictement aucune question sur la solvabilité et l'avenir des assureurs crédits en 2021, en 2022, et on en a connu d'autres. Et on fera au mieux. Et j'en terminerai pour vous dire, je le répète, que nous avons tenu compte des leçons de la crise de 2010 et nos engagements restent entiers. Et chez Atradus, et j'en terminerai par là, comme mes collègues, nous avons énormément travaillé avec nos clients. Il faut savoir que quand nous avons avant les mises en place de Cap Relais, Cap, quand nous avons réduit, ça nous est arrivé, ou annulé certaines limites, c'était en collaboration avec nos clients, et on leur a demandé de nous signaler quels étaient les encours non utilisés, parce que vous le savez, et j'en termine définitivement, nos engagements sont théoriques, donc on nous fait des demandes de couverture, et puis on a un taux d'utilisation de ces couvertures. Et donc, vous pouvez très bien avoir fait une demande, un client peut avoir fait une demande de 100 et n'utiliser que 70, 50, 20 selon les timings dans l'année ou selon le niveau de business qu'il peut avoir. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, compte tenu des besoins qu'ont nos clients assurés crédit, on fait le job.
Merci beaucoup, monsieur. Alors, j'ai la tâche, Monsieur le Président, de peut-être essayer de répondre aux questions qui manquent, qui n'ont pas été répondues, mais je pense que pas mal de points. Si compléter sur des questions auxquelles il y a déjà eu réponse, bien sûr. OK, bon. Déjà, commencer, parce que la COFAS a été citée aussi sur sa vision économique et la question des entreprises zombies. Alors, c'est clair que 2019 était déjà une année record en termes de défaillance observée sur les marchés en sens positif. 2019 était une année où le premier semestre était en forte baisse de défaillance et le deuxième semestre commençait à montrer une hausse. Donc, on aurait pu penser que rentrer en 2020, cette hausse continuait et bien sûr, la COVID aurait ajouté une composante encore plus importante. Bon, bref, tout cela est la théorie parce qu'en pratique, on a observé exactement le contraire. Tout le dispositif massif, chômage partiel, le PGE, cité par le député maire, par exemple, les fonds de solidarité, tout ce qui a été mis en place, pas seulement a empêché la hausse, mais a même inversé la tendance. Et ce qu'on a observé en 2020, c'est qu'à la fin de l'année, les défaillances ont baissé de 37-38%. Tous les secteurs, toutes les régions ont été concernées, toutes les typologies de procédures, avec une augmentation même plus marquée, disons, vraiment sur le final d'année et notamment décembre. Donc, nous, en tant qu'assureurs, comme quelque part, notre portefeuille est représentatif de ce qui se passe sur le terrain, on a bien sûr eu une dynamique à peu près similaire. Donc, on enregistre justement un nombre de dossiers domestiques de sinistres en baisse, même si en montant, on reste à peu près en ligne avec l'année précédente. Et en ce qui concerne, disons, le futur et notre outlook, alors, c'est clair que le stop and go des vaccins et donc de toutes les mesures de confinement qui peuvent suivre jouent clairement sur notre vision de l'évolution. C'est clair qu'il y a encore des freins au moteur de la croissance. Donc, on citait par exemple les sports, le commerce mondial est en baisse en général. Nous, nos exportations en France l'année dernière ont tombé de 16%. C'est la guerre commerciale, c'est la montée du protectionnisme. Les entreprises, dans un moment de forte incertitude, limitent les investissements et les projets d'embauche. C'est logique. Et même les foyers, quelque part, dans ce contexte de hausse du chômage, les incertitudes ont tendance à épargner en détriment de la consommation. Donc, tout cela fait penser que les freins sont encore là. Il y a encore une période avant que les vaccins nous permettent de sortir de cette crise. Et donc, 2021 et peut-être 2022, voilà, vont voir les défaillances effectivement en augmentation. Bien que le moment de cette hausse reste incertain parce que ça dépendra, et c'est tout, disons, l'élément de réflexion, du moment où les aides, les soutiens, les mesures de soutien seront retirées et à quelle vitesse elles seront retirées. Et à ce moment-là, les entreprises, justement, zombies plutôt que certaines entreprises qui sont dans des secteurs très impactés par la COVID, comme la restauration, pourraient se retrouver en forte difficulté. Il y avait une autre question, ou toute une série d'autres questions qui étaient relatives au dispositif de garantie et comment nous, on s'articule avec les pouvoirs publics. Alors, depuis mi-avril, suite à la négociation de toutes les mesures qu'on a citées, nous sommes opérationnels, nous avons équipé la totalité de nos clients éligibles au dispositif. Le système, et donc la demande de garantie accessible à travers notre plateforme de communication client qui s'appelle Cofanet. Donc, nous avons fait tous les développements pour être opérationnels immédiatement et pour donner de l'ergonomie à la transaction avec nos clients.
Nous avons aussi développé des systèmes justement pour respecter les engagements pris. Si vous pensez par exemple que dans Caprelé, il y a tout un système de gel d'un cours domestique et sport selon certaines règles, on l'a mis en place. Et on a développé le reporting déjà cité par M. Poinceau et M. Lenoir, qu'on fait d'une façon hebdomadaire à la CPR, à la médiation, et qui sera logé dans l'audit. Il y avait aussi la question de l'utilisation de ces mécanismes, et peut-être une question du rapporteur liée aussi à CAP France Sport. Alors, aujourd'hui, je confirme un peu la tendance citée par mes confrères. Chez nous, la consommation de CAP, CAP+, et CAP Sport reste modeste, de l'ordre à l'instantané de 0,2% de nos expositions, nos encours globaux, mais ce qui montre, à mon avis, que quelque part, compte tenu de la baisse d'activité qu'on constate et de la faible reprise à la date, ce besoin ponctuel de surcouverture reste relativement marginal. De toute façon, ce prix, je vous rappelle, sont reversés quasi totalement à l'État. Et effectivement, la question des prix du surcoût aux clients a été revue, je pense, plutôt favorablement aux clients parce que la nouvelle version de CAP revoit à la baisse jusqu'à presque 40% sur les domestiques, par exemple, CAP ou 8 à 9% sur le CAP+. Pourquoi une faible utilisation de CAP Sport? Déjà, on vient de le dire, le commerce mondial est en ralentissement, donc c'est une première explication. Une deuxième explication peut-être que, effectivement, les encours donnés dans le cadre général des polices que nous garantissons est déjà à un niveau plutôt suffisant. Et moi, je pense qu'une fois qu'on sera rentré dans une phase de vraie reprise, à ce moment-là, on pourra constater une utilisation peut-être ponctuellement plus élevée. En ce qui concerne le Caprelé, qui était aussi une autre série de questions, je dirais que Caprelé a fait son cours, a fait le pont entre un moment où on aurait pu imaginer rentrer dans la crise, qu'il y aurait eu toute une réduction importante d'un cours, et le moment où, disons, les clients utilisent de façon régulière CAP, CAP+, et CAP Sport. Ce pont a été fait. Ce pont a bien marché parce que de facto, d'un côté, on n'a pas enregistré de défaillances, de l'autre, les encours sont restés stables, et troisième, les clients, évidemment, et je reviens sur un commentaire sur la mauvaise relation avec les clients, le client, évidemment, aujourd'hui, reste avec les assureurs parce qu'ils retrouvent, évidemment, les réponses à leurs besoins, et les taux de rétention enregistrés en 2020 sont vraiment records. Donc, dans ce dispositif que nous, on a considéré, qu'on pense, c'est justement un pont entre deux moments. Je pense que il faut rappeler que les deltas entre les primes et les sinistres enregistrés, un delta nettement bénéficiaire pour l'État, et que justement, alors les séries de sinistres ne sont pas encore complétées, il y a encore, disons, à observer la série, mais tout fait comprendre et tout fait penser qu'à ce stade, cette transaction soit nettement bénéficiaire pour l'État, pour le pouvoir public, et que donc, disons, n'a pas été particulièrement utile en termes de business pour l'assureur crédit en soi. Enfin, il y avait une question sur le tourisme, mais je dois remarquer que nous, la COFAS, on n'opère pas dans cette branche de caution spécifique, et que donc on n'a pas effectivement un avis spécifique sur la question. Je ne sais pas si je pense avoir répondu plus ou moins en complémentarité avec mes collègues sur les points soulevés, et sinon, je suis à disposition. Peut-être, Antonio, Éric Lenoir, reprendre quelques mots sur des points qui ont déjà été abordés ou d'autres qui ne l'ont pas encore été, notamment sur la suite de Caprelé.
Parce qu'on a vu que Cap-Relais en 2020, au mois de mai, était un dispositif quote-part à 75% en répartition prime sinistre. Notre analyse, nous, sur l'évolution de la situation économique et de la situation des défaillances en 2021 et le suivant, nous pensons que nous ne constaterons pas d'aggravation des défaillances, au moins sur la première partie de 2021, et que vraisemblablement, s'il y a une reprise des défaillances, ce se fera sur la seconde partie de 2021 et peut-être le dernier quart, et vraisemblablement un peu plus important sur 2022. Tout ça nous a amené à penser que le Cap-Relais, qui encore une fois est un dispositif de transition vers Cap et Cap+, n'avait pas vocation à être renouvelé en 2021. Pour autant, dans les discussions que nous avons eues avec les pouvoirs publics, et je pense que nous avons compris leurs inquiétudes, nous avons accepté de proroger pour 6 mois jusqu'au 30 juin 2021, dans une répartition quote-part différente de la première phase, puisqu'on est maintenant dans une répartition 20% prime sinistre. Est-ce que, puisque la question a été posée, est-ce que ce dispositif doit être prorogé pour la seconde partie de 2021, et s'il l'était, dans quelles dispositions serions-nous chez Euler Hermès? Je pense que la question qui se posait déjà pour son renouvellement sur la première partie de l'année se posera certainement avec autant d'acuité sur la seconde partie de l'année, et qu'à ce stade, nous ne voyons pas chez Euler Hermès l'utilité de proroger sur la seconde partie de l'exercice le dispositif Cap-Relais. Je rappelle quand même que en termes d'évolution économique, on pense que cette année 2021 devrait marquer un début de reprise économique. On était avec une croissance du PIB largement négative en 2020. Nous estimons qu'il y aura une légère reprise économique sur 2021 pour se situer autour de 5,4 de PIB positif sur 2021 et plutôt 3,6 sur 2022. Donc, on est sur un début de reprise perlé. En 2021, on ne va pas effacer les conséquences de la crise de 2019. Hein. On va juste retrouver un niveau de PIB antérieur à celui de la crise. Si on veut vraiment se remettre sur une trajectoire de croissance, il faudra attendre bien plus longtemps. Nous, on estime qu'il faudra attendre 2024 pour que la France puisse retrouver sa trajectoire de croissance. Mais ceci étant, on sera sur une trajectoire positive sur l'année 2021. Certes, il y aura une reprise des défaillances, mais nous devrions reprendre un niveau de défaillance sensiblement identique à celui qu'on constate ou qu'on a constaté sur la moyenne des 10 dernières années. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on reviendra sur un mode de fonctionnement assez classique, assez normatif par rapport à ce que nous avions connu et par rapport à cet épisode de crise majeure que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui va faire qu'on sortira le plus rapidement de la crise ? Je pense qu'il est important de souligner qu'on a besoin de redonner de la confiance et de la visibilité aux entreprises françaises. Et qu'à ce titre-là, la gestion de la crise sanitaire et surtout, avec beaucoup plus d'acuité maintenant, la gestion des vaccinations aura un effet déterminant sur l'ampleur de la reprise en 2021. Nous estimons, nous, aujourd'hui, que le coût du retard à la vaccination en Europe, c'est de l'ordre de 90 milliards et que chaque semaine de retard pèse énormément à la fois
dans l'activité économique du pays, mais également dans ses perspectives de retournement et de reprise. Il est donc crucial de pouvoir accélérer. On pense qu'on est quand même quasiment à une vitesse 2 fois inférieure, à une vitesse de vaccination 2 fois inférieure à ce qu'elle devrait être, que pour assurer une immunité collective à la fin de 2021. Donc, l'urgence, à mon sens, s'agissant de reprise économique, l'urgence est liée à la fois à la gestion de la crise sanitaire et à la gestion de la vaccination. Je pense qu'il faut qu'on soit tous bien conscients de cette importance si on veut redonner de la visibilité et donc de la confiance aux entreprises pour développer leur activité. Voilà. Un dernier mot s'agissant de la gestion en temps de crise. Mes collègues ont insisté dessus sur la prévention, sur le mode de fonctionnement des assureurs crédits. Il y a un point qui est manifestement d'importance, qui est souvent oublié dans les propos et dans les discours que nous pouvons avoir, c'est la transparence financière. On constate que beaucoup d'entreprises traversent cette crise en ayant la volonté de cacher les difficultés. C'est vraiment un mauvais choix, une mauvaise option, parce que les difficultés, on les connaît, on les anticipe, on a tous des expertises sectorielles et des analystes qui nous permettent d'avoir des extrapolations de performance financière des entreprises. Donc, qu'une entreprise décide d'être moins transparente financièrement parce qu'elle est en période de crise, en période de difficulté, je pense que c'est une mauvaise option. On appelle quand même les acteurs économiques français à cette transparence, notamment vis-à-vis des assureurs crédits, expliquer leurs difficultés, expliquer la façon dont elles vont les contourner et rechercher l'accompagnement plutôt que de rechercher l'absence d'accompagnement. À ce titre-là, on a tous des possibilités données aux acheteurs, donc aux clients de nos clients, pour communiquer avec les assureurs crédits. Je citerai s'agissant de l'Hermès de TradeScore, où les entreprises françaises peuvent aller rechercher, leur notation, et deux, rechercher une communication avec l'assureur crédit pour justement faire cas de ces difficultés temporaires ou de ces situations difficiles temporaires, afin ensemble de pouvoir s'y confronter et trouver des solutions. Merci beaucoup.